Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, c'est avec Alexandre Dumas que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra. Nous en sommes au chapitre 14 de cette histoire. Nous retrouvons notre chère narratrice qui se fait du souci pour Gabriel, son amoureux, qui l'a laissée enceinte. Elle finit par accoucher à Caen chez la sœur de son beau-père en secret, ce qui fait que le village ignora, comme son propre père à elle, la naissance de cet enfant. 5 ou 6 mois s'écoulèrent sans que j'entendisse parler de rien. Mais enfin, un matin, le bruit se répandit que le maire arrivait de Paris et que pendant ce voyage, il avait rencontré Lambert. On racontait à l'appui de cette rencontre des choses si singulières que c'était à douter de la véracité de ce récit. Je sortis pour aller m'informer chez Thomas Lambert de ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans les bruits qui étaient parvenus jusqu'à moi. Mais j'eus à peine fait 50 pas hors de la maison que je rencontrai monsieur le maire lui-même. « Eh bien, la belle, me dit-il, cela ne m'étonne plus que ton amoureux ait cessé de t'écrire. Il paraît qu'il a fait fortune. »« Oh mon Dieu, et comment cela ?» demandai-je. « Comment, je n'en sais rien. Mais le fait est que, comme je revenais de Courbevoie où j'avais dîné chez mon gendre, j'ai rencontré un beau monsieur à cheval, un élégant, un dandy, comme disent les gens là-bas, suivi d'un domestique à cheval aussi. Devine qui cela était. » « Comment voulez-vous que je devine ? » Eh bien, c'était maître Gabriel. Je le reconnus et je sortis à moitié de mon cabriolet pour l'appeler. Mais sans doute il me reconnut aussi, lui, car avant que j'eusse eu le temps de prononcer son nom, il piqua des deux et partit au galop. « Oh, vous vous serez trompé, lui dis-je. « Je le crus comme toi, répondit-il. Mais le hasard fit que j'allais le soir à l'opéra. Au parterre, bien entendu. Moi, je suis un paysan et le parterre est assez bon pour moi. Mais lui, comme c'est un grand seigneur, à ce qu'il paraît, il était aux premières loges et dans une des plus belles encore, entre deux colonnes, causant, faisant le joli cœur avec des dames et ayant à la boutonnière un camélia large comme la main. Impossible. Impossible, murmurai-je. C'est pourtant comme cela. Mais moi aussi j'en doutais et je voulus en avoir le cœur net. Dans l'entracte, je sortis et j'allais me poster près de la loge. Bientôt la porte s'ouvrit et notre fashionable passa près de moi. « Gabriel » dis-je à mi-voix. Il se retourna vivement et m'aperçut. Alors il devint rouge comme écarlate et s'élança dans l'escalier avec tant de rapidité qu'il pensa renverser un monsieur et une dame qui se trouvèrent sur son chemin. Je le suivis, mais lorsque j'arrivai sous le péristyle, je le vis qui montait dans un coupé des plus élégants. Un valet en livrée refermait la porte derrière lui, et le coupé partit au galop. « Mais comment voulez-vous, demandai-je, qu'il ait une voiture et des domestiques en livrée? Vous vous serez mépris, assurément, ce n'était pas Gabriel. » Je te dis que je l'ai vu comme je te vois. Et que je suis sûre que c'est lui. Je le connais bien peut-être, puisque je l'ai eu 3 ans pour secrétaire de ma mairie. Avez-vous dit cela à d'autres que moi, monsieur le maire? Pardieu, je l'ai dit à qui a voulu l'entendre. Il ne m'a pas demandé le secret, puisque il ne m'a pas fait l'honneur de me reconnaître. Mais son père, dis-je à mi-voix. Eh bien, mais son père ne peut qu'être enchanté. Qu'est-ce que cela prouve? Que son fils a fait fortune? Je poussai un soupir et je m'acheminai vers la maison de Thomas Lambert. Je le trouvai assis devant une table, la tête enfoncée entre les 2 mains. Il ne m'entendit pas ouvrir la porte. Il ne m'entendit pas m'approcher de lui. Je lui posai la main sur l'épaule. Il tressaillit et se retourna. « Eh bien, me dit-il, toi aussi tu sais tout. Monsieur le maire vient de me raconter qu'il avait rencontré Gabriel à cheval et à l'opéra. Mais peut-être s'est-il trompé.
Comment veux-tu qu'il se trompe? Ne le connaît-il pas aussi bien que nous? Oh non, tout cela va, c'est la pure vérité. S'il a fait fortune, répondis-je timidement, il faut nous en féliciter. Au moins il sera heureux, lui. Fait fortune? S'écria le père Thomas. Et par quels moyens veux-tu qu'il ait fait fortune? Est-ce qu'il y a des moyens honorables de faire fortune en 1 an et demi? Est-ce qu'un homme qui a fait fortune honorablement ne reconnaît pas les gens de son pays, cache son existence à son père, oublie les promesses qu'il a faites à ses fiancés? Oh, quant à moi, dis-je, vous comprenez bien que s'il est si riche que cela, je ne suis plus digne de lui. Marie, Marie, dit le père en secouant la tête, j'ai bien plutôt peur que ce soit lui qui ne soit plus digne de toi. Et il alla au petit cadre qui renfermait le dessin à la plume qu'avait fait autrefois Gabriel, le brisa en morceaux, froissa le dessin entre ses mains et le jeta au feu. Je le laissai faire sans l'arrêter, car je pensais, moi, à ce fragment de billet de banque qu'avait le matin de son départ ramassé la petite bergère, fragment que j'avais conservé et sur lequel étaient écrits ces mots: la loi punit de mort le contrefacteur. Que faire, lui dis-je? Le laisser se perdre s'il n'est pas déjà perdu. Écoutez, repris-je, tâchez de m'obtenir de mon père la permission d'aller passer de nouveau 15 jours chez votre sœur. Eh bien, c'est moi qui irai à Paris à mon tour. Il secoua la tête et murmura entre ses dents: course inutile, crois-moi, course inutile. Peut-être. S'il me restait quelque espoir, moi, crois-tu que je n'irai pas? D'ailleurs, nous ne savons pas son adresse. Comment le retrouver sans nous informer à la police? Et si nous informons à la police, qui sait ce qu'il arrivera? J'ai un moyen, moi, répondis-je. De le retrouver? Oui. Fais donc alors. C'est peut-être le bon Dieu qui t'inspire. As-tu besoin de quelque chose? J'ai besoin de la permission de mon père, voilà tout. Le même jour, la permission fut demandée et obtenue, quoique avec plus de difficulté que la première fois. Depuis quelque temps, mon père était souffrant et moi-même, je sentais que l'heure était mal choisie pour le quitter. Mais quelque chose de plus fort que ma volonté me poussait. Chapitre 15. La bouquetière. 3 jours après, je partis, mon père croyant que j'allais à Caen, et Thomas Lambert et le curé sachant seuls que j'allais à Paris. Je passai par le village où était mon enfant et je le pris avec moi. Pauvre folle que j'étais de ne pas songer que c'était déjà trop de moi. Le surlendemain, j'étais à Paris. Je descendis rue des Vieux Augustins à l'hôtel de Venise. C'était le seul hôtel dont je connusse le nom. C'était celui où il était descendu, où je lui avais écrit. Là, je demandais des informations sur lui. On se le rappelait parfaitement. Il vivait toujours enfermé dans sa chambre et travaillant sans cesse avec un graveur sur cuivre. On ne savait pas à quoi. On se rappelait parfaitement que quelque temps après son départ de l'hôtel, un homme d'une 50aine d'années et qui avait l'air d'un paysan était venu faire les mêmes questions que moi. Je m'informai où était l'opéra. On m'indiqua le chemin que je devais suivre et je me lançai pour la première fois dans les rues de Paris. Voici quel était le plan que j'avais arrêté dans mon esprit. Gabriel venait à l'opéra. J'attendrais devant l'opéra toutes les voitures qui s'arrêteraient. Si Gabriel descendait de l'une d'elles, je le reconnaîtrais bien. Je demanderais son adresse au valet et le lendemain, je lui écrirais pour lui dire que j'étais à Paris et lui demander à le voir. Dès le soir de mon arrivée, je mis ce plan à exécution. C'était il y a eu mardi 8 jours. J'ignorais que l'opéra ne jouait que les lundis, mercredis et vendredis. J'attendis donc
Vainement l'ouverture des portes, je m'informais des causes de cette solitude et de cette obscurité. On me dit que la représentation était pour le lendemain seulement. Je revins à mon hôtel, où je restai toute la journée du lendemain, seule avec mon pauvre enfant. Je l'avais si peu vu que j'étais heureuse de cet isolement et de cette solitude. À Paris, inconnue comme je l'étais, j'osais au moins être mère. Le soir vint, et je sortis de nouveau. Je croyais que je pourrais attendre sous le péristyle, mais les sergents de ville ne me le permirent pas. Je vis 2 ou 3 femmes qui circulaient librement. Je demandai pourquoi on leur permettait à elles ce qui n'était pas permis à moi. On me répondit que c'était des bouquetières. Au milieu de toute cette préoccupation, beaucoup de voitures arrivèrent, mais je ne pus voir ceux qui en descendaient. Peut-être Gabriel était-il parmi eux. C'était une soirée perdue. C'était encore 2 jours à attendre. J'étais résignée. Je rentrais à l'hôtel avec un nouveau sujet. C'était le surlendemain de prendre un bouquet de chaque main et de me faire passer pour une bouquetière. J'achetais des fleurs. Je fis les 2 bouquets. Et j'allais reprendre mon poste. Cette fois, on me laissa circuler librement. Je m'approchais de toutes les voitures qui s'arrêtaient et j'examinais avec attention les personnes qui en descendaient. Il était 9 heures à peu près, et tout le monde semblait être arrivé lorsqu'une dernière voiture en retard apparut à son tour et passa devant moi. À travers l'ouverture de la portière, je crus reconnaître Gabriel. Je fus prise d'un si grand tremblement que je m'appuyai contre une borne pour ne pas tomber. Le laquais ouvrit la portière. Un jeune homme qui ressemblait à Gabriel s'en élança. Je fis un pas pour aller à lui, mais je sentis que j'allais tomber sur le pavé. « À quelle heure ?» demanda le cocher. « À 11h30, dit-il en montant légèrement les escaliers. Et il disparut sous le péristyle, tandis que la voiture s'éloignait au galop. C'était son visage, c'était sa voix. Mais comment ce jeune homme élégant et aux manières aisées pouvait-il être le pauvre Gabriel? La métamorphose semblait tout à fait impossible. Et cependant, à l'émotion que j'avais éprouvée, je comprenais qu'il était impossible que ce fût un autre que lui. J'attendis. 11h30 sonnèrent. On commença de sortir de l'opéra, puis les voitures s'avancèrent à la suite les unes des autres. Un groupe qui se composait d'un homme de 50 ans à peu près, d'un jeune homme et de 2 femmes s'approcha d'une des voitures. Le jeune homme était Gabriel. Il donnait le bras à la plus âgée des 2 femmes. La plus jeune me parut charmante. Cependant, il ne monta pas avec elle dans la voiture. Il les accompagna seulement jusqu'au marchepied, puis, après les avoir salués, il fit quelques pas en arrière et attendit sur les marches que sa voiture le vint prendre à son tour. J'eus donc tout le temps de l'examiner. Et je ne conservais aucun doute. C'était bien lui. Il donnait de bruyants signes d'impatience, et quand le cocher s'approcha, il le gronda pour l'avoir fait attendre ainsi 5 minutes. Était-ce bien là l'humble et timide Gabriel, l'enfant que je protégeais si souvent contre les autres? « Où va monsieur ?» demanda le laquais en fermant la portière. « Chez moi, » dit Gabriel. La voiture partit aussitôt, gagna le boulevard et tourna à droite. Je rentrai à l'hôtel, ne sachant point si je dormais ou si je veillais, et croyant quelquefois que tout ce que j'avais vu était un rêve. Le surlendemain, même chose arriva. Seulement, cette fois, au lieu d'attendre le départ du coupé à la sortie de l'opéra, je l'attendis au coin de la rue Le Pelletier. Le coupé passa à minuit, moins quelques minutes. Il suivit quelque temps le boulevard et entra dans la seconde rue à ma droite. J'allai jusqu'à cette rue pour savoir comment elle se nommait. C'était la rue Taitbout. Le surlendemain, j'attendis au coin de la rue Taitbout. De cette façon, je pensais que j'arriverais à voir où s'arrêterait la voiture. En effet, la voiture entra au numéro 11. Preuve de plus qu'il habitait là. J'arrivai devant la porte au moment où le concierge en refermait les 2 battants. « Que voulez-vous » me dit-il. « N'est-ce point ici » demandai-je d'une voix
à laquelle j'essayais inutilement de donner un accent de fermeté, n'est-ce point ici que demeure Gabriel Lambert? Monsieur Gabriel Lambert. Gabriel Lambert, reprit le concierge. Je ne connais pas ce nom-là. Il n'y a personne de ce nom dans la maison. Mais ce monsieur qui rentre, comment l'appelez-vous donc? Lequel? Celui dont voici la voiture. Je l'appelle le baron Henri de Faverne, et non pas Gabriel Lambert. Si c'est cela que vous voulez savoir, ma belle enfant. Vous voilà au courant de la chose. Et il referma la porte sur moi. Je revins à l'hôtel, incertaine sur ce que je devais faire. C'était bien Gabriel, il n'y avait pour moi aucun doute, mais c'était Gabriel enrichi, cachant son véritable nom et auquel, par conséquent, ma visite devait être 2 fois désagréable. Je lui écrivis. Seulement sur l'adresse, je mis à Monsieur le baron Henri de Faverne, pour faire passer à Monsieur Gabriel Lambert. Je lui demandai une entrevue et je signai Marie Granger. Puis le lendemain, j'envoyai la lettre par un commissionnaire en lui ordonnant d'attendre la réponse. Le commissionnaire revint bientôt en me disant que le baron n'était pas chez lui. Le lendemain, j'y allai moi-même. Sans doute j'étais consignée à la porte, car les valets me dirent que monsieur le baron n'était pas visible. Le surlendemain, j'y retournai. Les valets me dirent que monsieur le baron avait répondu qu'il ne me connaissait pas et défendait de me recevoir davantage. Alors je pris mon enfant dans mes bras et vins m'asseoir sur la borne en face de la porte. J'étais décidée à rester jusqu'à ce qu'il sortît. J'y restai toute la journée, puis la nuit vint. À 2 heures du matin, une patrouille passa et me demanda qui j'étais et ce que je faisais là. Je répondis que j'attendais. Le chef de la patrouille m'ordonna alors de le suivre. Je le suivis sans savoir où il me conduisait. C'est alors que vous êtes venu et que vous m'avez réclamé. Et maintenant, monsieur, vous savez tout. Vous veniez de sa part, je n'ai d'autre appui à Paris que vous. Vous paraissez bon. Que faut-il que je fasse? Dites, conseillez-moi. Je n'ai rien à vous dire ce soir, répondis-je. Mais je le verrai demain matin. Et avez-vous quelque espoir pour moi, monsieur? Oui, répondis-je. J'ai l'espoir qu'il ne voudra pas vous revoir. Oh mon Dieu, que voulez-vous dire? Je veux dire, ma chère enfant, que mieux vaut être, croyez-moi, la pauvre Marie Granger que la baronne Henri de Faverne. Hélas, vous croyez donc comme moi que c'est... Je crois que c'est un misérable. Et je suis à peu près sûre de ne pas me tromper. Ah, ma fille, dit la pauvre mère en allant se jeter à genoux devant le fauteuil de son enfant et en le couvrant de ses 2 bras, comme si elle eût pu le protéger contre l'avenir qui l'attendait. Il était trop tard pour qu'elle retournât à son hôtel de la rue des Vieux-Augustins. J'appelai ma femme de charge et je la remis, elle et son enfant, entre ses mains. Puis j'envoyai un de mes domestiques annoncer à la maîtresse de l'hôtel de Venise que mademoiselle Marie Granger, s'étant trouvée indisposée chez le docteur Fabien où elle dînait, ne pouvait pas rentrer avant le lendemain. Voilà, c'était la fin du chapitre 15 donc, de cette histoire d'Alexandre Dumas. C'était Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires.